Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur le plateau Big Media à la Maison de la Mutualité pour l'événement We Are French Touch organisé par la BPI France. Je suis Emma Lavenka du média culturel L'Éloge sur Instagram. On est une petite équipe qui parlons essentiellement de spectacles vivants, donc la danse, le théâtre, la performance, les concerts. Et notre ligne éditoriale, c'est vraiment de ne parler que de ce qu'on aime. Que de ce qu'on aime avec tout notre cœur, toutes nos tripes et énormément de chill. Voilà la ligne éditoriale de l'Éloge. Et je suis là pour animer cette table ronde sur le thème d'entreprendre dans le spectacle vivant via les réseaux sociaux. Et pour ouvrir cette conversation, merci infiniment d'être là. Donc Josepha Madoki, Thibaut Prioul et Zarifa Amchefdoba, je ne me trompe pas. Donc Josepha, tu es danseuse et chorégraphe iconique de la culture walking en France, fondatrice de la compagnie Madoki, fondatrice du festival international All Europe Walking, oui. 5e édition en 2025. 5e édition au Grand Palais en 2025, oui. Bravo. Tu as collaboré artistiquement avec des institutions culturelles extraordinaires, notamment la Fondation Louis Vuitton il n'y a pas longtemps, et des marques extrêmement prestigieuses comme Lancôme, et surtout Princesse Madoki sur les réseaux sociaux. Oui, c'est moi. Voilà. Merci infiniment d'être là. Thibaut Prioul, fraîchement nommé responsable des réseaux sociaux à l'Opéra de Paris. Après plusieurs années social community majeur au Châtelet. Vous avez une... Enfin, t'as... Surtout pas me vous voyez, surtout pas. Tout d'un coup, tu m'as impressionné. Tu as une vraie expertise des relations entre les grandes institutions culturelles et les réseaux sociaux. Et Zarifa, fondatrice du média culturel Fit Culture, qui rassemble maintenant 26 000 personnes sur Instagram. Oui. Ouais. Vraiment, tu as une fonction de prescription, de démocratisation, de promotion dans le monde de la culture. Tu as travaillé avec des super institutions dans le monde du spectacle vivant, la Villette. Tu as travaillé avec la scène musicale, le Théâtre du Palais Royal. Enfin, voilà, j'en passe. Tu vas pouvoir nous en parler. Et je vous propose d'ouvrir cette discussion autour de la question de l'image. L'image dans l'industrie du spectacle vivant sur les réseaux sociaux. On sait que, alors déjà, c'est crucial sur les réseaux sociaux, dans l'économie des réseaux sociaux, et c'est crucial pour le spectacle vivant. Donc, il y a une sorte de l'image au carré qui se joue dans cette thématique-là de l'image du spectacle vivant sur les réseaux sociaux. Peut-être que je vais commencer avec toi, Josepha. T'as vraiment une image en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux, donc avec Princesse Madoki, j'en ai parlé. Il y a quelque chose de très très fort qui se joue en termes de personal branding, si on peut utiliser des termes un peu marketing. Ouais. Comment tu l'as pensé? Comment tu l'as construit? C'est quoi tes influences? Voilà. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ok, alors comment j'ai construit mon image sur les réseaux sociaux? En fait, c'est intéressant ta question parce que pour être très sincère avec toi, j'ai vraiment créé d'abord mon image en tant qu'artiste, en tant que chorégraphe, en tant que danseuse, dans l'univers du walking, donc sur cette scène walking internationale. C'est d'abord ça ma priorité. Quand j'ai commencé le walking, je m'appelais Josepha Madoki. Et quand je suis rentrée dans cet univers-là qui est flamboyant, qui brille, qui est vraiment, qui accueille vraiment tout le monde, je me suis dit mais j'ai envie de me réinventer, de créer un personnage. Donc j'ai créé le personnage Princesse Madoki. Je suis pas une vraie princesse malheureusement, mais en tout cas quand je suis dans le monde du walking et sur la scène du walking, c'est vraiment cette intention. Je monte sur scène en me disant je suis une princesse. Et avec ça, il y a cette idée effectivement d'être une personne confiante, bien habillée, parce que le walking vient aussi de là, ça vient du cinéma hollywoodien, du glamour, de la mode. Donc en fait, c'est tous ces petits éléments que j'ai ramenés en fait dans mon personnage d'artiste walking. Et c'est à travers ça que j'ai créé mon espace réseaux sociaux. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment que quand on tombe sur mon Insta, par exemple,
on reconnaisse tout de suite, ah ok, c'est une danseuse. Danseuse de quoi? De walking. Donc il faut qu'il y ait marqué walking quelque part sur mes posts, sur les hashtags. J'ai envie de faire la balance entre le côté esthétique que veut cette danse et que j'aime aussi amener. Donc la beauté, l'esthétique, la mode, le glamour, il faut que ça brille, faut qu'il y ait des paillettes comme aujourd'hui, il faut que ce soit colorful. Et aussi vraiment des éléments de danse. Donc il faut qu'il y ait des vidéos de danse, des choses quand même avec des contenus quand même techniquement, artistiquement poussés, pour pouvoir tout simplement représenter vraiment tout mon univers et que les institutions culturelles ou les marques puissent être intéressées par mon profil tout simplement. D'accord. Et tu arrives à mesurer la force de frappe de l'image que tu as créée avec Princesse Madogis sur les réseaux sociaux en termes de business, tout ce que ça peut t'apporter d'un point de vue vraiment économique? Oui, j'ai réalisé la force de frappe pour la simple raison que du coup, à travers les réseaux sociaux, on peut toucher déjà le monde entier. Donc c'est vraiment international. Et ça se bloque pas seulement sur un seul espace qui est l'institution culturelle, mais ça peut être aussi des marques de mode. Comme tu l'as dit, j'ai collaboré avec Lancôme, j'ai été Géry Lancôme, j'ai eu des contacts avec des institutions comme la Fondation Louis Vuitton ou encore le musée d'Orsay. Là, je vais travailler avec le Grand Palais. Donc vraiment, ça donne une force de frappe qui est worldwide, quoi. Il n'y a vraiment pas de limite. Et j'ai aussi des contacts de personnes qui viennent de l'étranger, qui peuvent, à travers les réseaux sociaux, me contacter pour m'inviter à donner un stage, à participer à une compétition de danse en tant que juge, etc. Donc la force de frappe, elle est énorme, ouais. Merci beaucoup. Je passe à toi, Thibaut. Alors, on a vraiment parlé là de l'image en tant qu'artiste. Est-ce qu'on peut parler un peu maintenant de l'image d'une institution? Comment, donc toi, en tant que social committee manager à l'Opéra de Paris, tu gères... Responsable des réseaux sociaux, pardon. Responsable des réseaux sociaux, comment tu gères l'image de l'opéra sur les réseaux sociaux? Quels sont les enjeux? Est-ce que vous avez des stratégies claires pour construire cette image? Alors, c'est un vrai sujet, l'histoire de l'image d'une institution, et qui plus est d'une institution comme celle de l'Opéra de Paris, qui est quand même une institution à rayonnement international, national, mais aussi local. Je tiens à le dire que l'opéra fait partie de la cité, il est dans la vie des gens, et donc voilà, il y a aussi faire rayonner l'opéra auprès des gens qui sont autour. Voilà. Donc nous, on est sur les réseaux sociaux, évidemment. On doit être là pour sublimer le travail des artistes. Donc une exigence artistique hyper importante. Donc je ne vais pas m'attarder maintenant là-dessus, mais il y a tout un travail de validation en interne d'abord de tous les contenus qu'on va diffuser sur les réseaux qui doivent être validés par un nombre incalculable de personnes. Mais c'est tout à fait normal et légitime de le faire parce que quoi qu'on poste, en fait, ça peut être un retentissement assez important. On a plus de 500 000 abonnés sur Instagram, plus de 2 millions d'abonnés sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Notre prise de parole, elle est hyper importante. Une fois que j'ai dit ça, il y a aussi un travail de démocratisation et de casser l'image de l'institution Opéra de Paris qui peut peut-être, de temps à autre, un peu difficile d'accès. Donc on essaye de changer aussi, de par le ton qu'on utilise sur les réseaux, la façon dont on s'adresse à notre public, donc une certaine proximité, sans être familier non plus avec eux, mais de leur montrer que finalement l'opéra fait partie de leur vie et ils peuvent tout à fait venir chez nous, voilà, puisque l'opéra est dans notre vie quotidiennement, de par les publicités, le cinéma, la pop culture, tout ce que vous voulez, quoi. Donc il y a un travail aussi qu'on essaye de mener autour de ça, d'essayer de désacraliser vraiment l'image de l'institution, de par des contenus un peu décalés. On n'est pas encore sur TikTok, mais peut-être qu'un jour on y sera et on pourra proposer des contenus un peu plus humoristiques. Mais voilà, c'est un vrai sujet à l'opéra de devoir essayer de changer cette image de grosse maison un peu lourde de temps à autre et de la rendre plus accessible par les contenus et par le ton.
C'est intéressant, tu parles de proximité, mais pas trop. Comment ça se joue, là, cette distance que vous voulez instaurer et quelle est l'ambition, en fait? Pourquoi une proximité relative? Oui, alors la proximité trop proche, ça serait de tutoyer notre public, par exemple. On n'est pas du tout là-dedans. Même quand on s'adresse à un public de moins de 28 ans, quand on fait les communications autour des avant-premières jeunes ou des abonnements jeunes, on pourrait se dire, naturellement, on va les tutoyer. Mais non, on n'est pas là-dedans. On est une institution de l'État. On se doit de garder une certaine distance, mais c'est plutôt dans les références qu'on va utiliser, où on va faire écho au quotidien, de montrer que l'opéra vit dans la même vie que vous. Et donc on utilise des références qui sont quotidiennes, donc on peut utiliser soit des mèmes, soit des références d'actualité. Alors ça peut être des marronniers, l'arrivée de l'hiver, il fait froid, venez vous réchauffer chez nous, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut être ce genre de choses, montrer que on n'est pas juste là pour diffuser du spectacle dans nos salles, mais on diffuse aussi un état d'esprit en fait auprès de notre public. Et en fait, plus on se rapproche de leur vie, plus on se rapproche et plus on se rapproche de leur vie, plus ils pourront se dire finalement l'opéra c'est comme moi, ils vivent la même vie que moi et donc on peut passer les portes, quoi. Voilà. C'est un vrai travail, c'est pas forcément évident à mettre en place et en effet on est un peu sur le fil et il y a des moments mon équipe elle me propose des contenus, je dis oulala, là non, là par contre on va trop loin et on va pas pouvoir se permettre de faire ce genre de choses ou en tout cas c'est pas adapté à l'œuvre, voilà, parce qu'il faut pas non plus essayer de travestir le propos de l'artiste. Donc voilà, on essaye de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Oui. Bien tenir authenticité et prestige, c'est exactement ça. Ouais, gros enjeu. Merci beaucoup. Avec Après plaisir. avoir parlé donc de l'image d'une artiste, d'une institution, j'en viens à toi, Zarifa. Donc tu as un média vraiment sur Instagram. Qu'est-ce que tu essayes de construire en termes d'image intellectuelle, en termes d'identité visuelle? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner vraiment et comment tu as construit ça? Comment tu l'as pensé? Oui, alors l'objectif de Fit Culture, c'est de démocratiser la culture, la rendre accessible sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vous parle, du coup, l'éloge, parce que moi, je ne suis pas uniquement spécialisée dans le spectacle vivant. Enfin, je parle un petit peu de tout, de tous les secteurs de la culture. Et donc, parler de culture sur les réseaux sociaux, avec le ton, avec les codes des réseaux sociaux, désacraliser un petit peu certaines pensées, certaines idées qu'on peut se faire des institutions. Et j'incarne... Alors, je n'ai pas un compte... c'est un média donc, qui porte son nom, Fit Culture. Ce n'est pas un compte... de créateur. C'est un choix que j'ai fait stratégique parce que ça me permet de potentiellement entreprendre différents projets sous le nom de Fit Culture, de donner la voix, la parole à d'autres intervenants, d'autres personnes qui pourraient aussi prendre la parole pour incarner l'esprit du média. Mais toujours dans des formats en fait qui sont incarnés. Donc mon compte n'est pas incarné par une personnalité, mais les formats que je produis sont incarnés. Et c'est cette image-là que je souhaite donner, donc accessible, parler sous un ton, vulgariser certains concepts, en fait parler de culture comme j'en parlerais à une copine, à une amie, mais sur un réseau social, dans des formats vidéo. Et clairement, c'est pas le choix de la facilité de renoncer à l'incarnation totale. Comment tu le gères ça? Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, quand on est incarné avec une identité unique, l'algorithme nous valorise beaucoup plus. Comment tu as réussi à trancher là-dedans? Je pense que je me suis même pas posé vraiment cette question au début parce que j'ai entrepris un projet de création de médias parce que c'est pas le premier que j'entreprends. En fait, j'ai toujours aimé l'idée de créer un projet sur les réseaux sociaux, pas spécialement me mettre en avant. Peut-être aussi le fait que je sois plutôt introvertie de nature, c'était pas vraiment naturel pour moi de me mettre devant une caméra et de parler. C'était pas le premier réflexe. Donc une fois que j'ai créé mon média, j'ai vu effectivement il y a pas mal de comptes basés vraiment sur une personnalité, des créateurs de contenu qui ont leurs propres recommandations personnelles, avaient énormément de succès effectivement pour ce côté justement où on reconnaît la personne vraiment sur son réseau et on la suit pour ses recommandations personnelles.
Honnêtement, je suis contente d'avoir fait le choix que j'ai fait parce que je pense que c'est un choix à faire. Comme je l'ai dit, ça me permet de potentiellement collaborer avec d'autres personnes, de ne pas avoir la charge mentale de tout, gérer tout un compte toute seule et de déléguer certaines choses qu'on peut faire en équipe sous le nom de Fit Culture, et c'est un peu plus compliqué quand on a son compte propre. Et ensuite, je pense qu'il y a pas mal de médias vraiment spécialisés dans les réseaux sociaux, enfin des médias réseaux sociaux qu'on retrouve uniquement sur Instagram ou sur TikTok, qui justement, en fait, ce qui compte, je pense aussi, c'est le contenu qui est incarné. Donc, je prends des exemples de médias que j'aime beaucoup. Ça va être Brut ou Le Guide Ultime, à une autre échelle, une échelle beaucoup plus importante que la mienne. Mais effectivement, c'est toujours des humains. En fait, on humanise le contenu parce que c'est toujours des humains qui nous présentent sur l'actualité ou une adresse food. Mais tout ça sous l'état d'esprit du média qui incarne quelque chose. Moi, ça va démocratiser la culture, d'autres l'accès à l'information, des bonnes adresses food, etc. Donc je pense qu'on peut se servir du contenu incarné sans forcément être représenté, attacher un compte à sa personne et du coup avoir peut-être des blocages sur ça. Mais c'est un choix à faire parce que chaque option a ses avantages, je trouve. Oui, non, mais totalement. On peut proposer un contenu très incarné sans pour autant l'incarner autour d'une seule personne. C'est ça, c'est l'idée. Alors, je propose qu'on rentre un petit peu dans le dur après avoir parlé de l'image, bien étayé ce sujet. Parlons des relations vraiment entre les entrepreneurs dans le spectacle vivant et les grandes institutions culturelles et les marques. Alors, vous avez chacun vraiment, encore une fois, une approche complémentaire sur ce sujet. On voit que les grandes institutions culturelles, les grandes marques travaillent plus que jamais avec des entrepreneurs, en particulier des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, des agences, des boîtes de prod. Et vraiment, c'est à la fois pour faire la promotion des spectacles, mais aussi parfois, comme on va le voir avec toi, Josepha, pour penser des vrais projets artistiques. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Josepha. Tu as collaboré avec la Fondation Louis Vuitton, le Musée d'Orsay, Givenchy, Lancôme, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces collaborations? Comment ça s'est construit? Quelle est la nature de cette collaboration et quels sont vos intérêts réciproques? Qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que eux vont gagner, et surtout l'impact concret sur les réseaux sociaux? Ok. Voilà. En gros, parle-nous de tes collaborations. Ok, je vais te parler par exemple de la Fondation Louis Vuitton. Là, c'est une de mes dernières collaborations que j'ai fait là en octobre. En fait, l'idée, c'était de tourner la chorégraphie des Jeux Olympiques, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai créé un petit tableau walking sur cette soirée-là et j'ai performé avec 4 danseurs. Et il s'avère que cette chorégraphie, elle est devenue virale, notamment sur le TikTok chinois. Donc il y a plein de hackers chinois qui ont appris la chorégraphie, ils se sont filmés, ils ont posté ça sur leur TikTok. Et on m'envoie, donc, parce que j'ai pas le TikTok chinois, donc on m'envoie des extraits de plein de hackers qui sont en train de reproduire la chorégraphie. Et je me dis, mais c'est extraordinaire parce qu'au final, c'est quelque chose qui m'a dépassé et c'est devenu quelque chose qu'ils se sont appropriés. Les hackers se sont appropriés ça et j'avais envie de leur retourner. Refilmer ça dans un lieu parisien pour faire aussi un petit clin d'œil à la cérémonie d'ouverture en version XXL avec 40 hackers. Et je cherchais un lieu. Et je me dis, un beau lieu à Paris, je sais pas, une terrasse, comme la Fondation Louis Vuitton. Enfin, là, c'était vraiment le truc qui venait dans ma tête, mais en mode inaccessible. Et je les contacte et ils me disent oui tout de suite. Ils me disent, ah oui, ce moment-là de la cérémonie, on a trop aimé, viens. Tu veux le faire où? Littéralement, ils m'ont dit, tu veux le faire où? Tu viens, tu visites, tu veux le faire sur la terrasse, dans les galeries, en bas, en haut. Et vraiment, ils m'ont ouvert la porte parce qu'ils ont trouvé l'idée super intéressante. Pour eux, effectivement, parce que ça résonne aussi sur un moment fort de l'histoire de la cérémonie d'ouverture, parce que c'était un moment que tout le monde, que beaucoup de gens internationalement a aimé. Et ils avaient vraiment à cœur et ils avaient une grande joie de pouvoir mettre ça en lumière dans leur lieu. Et je pense que ce qui était intéressant du coup pour eux, c'était effectivement de mettre ça en lumière dans leur lieu et aussi de mettre en lumière leur lieu,
parce que du coup, je l'ai fait sur la terrasse. Et ça a été filmé d'une manière que on voit la danse, on voit les danseurs, mais on voit aussi l'architecture de la Fondation Louis Vuitton. Donc c'était aussi leur enjeu pour eux. Et c'était l'envie aussi de toucher un public différent d'habitude. Donc on a tout de suite parlé de cross-post, on va faire un post en même temps, à telle heure. Il faut vraiment qu'on regarde comment on va mettre le texte en lien avec cette vidéo-là. Enfin, c'était vraiment pensé, mais dans les deux parties pour pouvoir trouver des avantages en fait. Moi, l'avantage, c'est d'être dans un des plus beaux lieux de Paris et de pouvoir avoir un impact au niveau de la communauté walking internationale, mais pas que. Aussi les marques, aussi les institutions. Et l'institution, elle s'est dit, en fait, nous, on va pouvoir aussi avoir une visibilité et toucher un public qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher dans notre univers habituel. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour eux. Ça veut dire que ça peut ramener des gens éventuellement à la Fondation Louis Vuitton qui pensent peut-être que c'est un milieu tellement élitiste, c'est un lieu tellement fermé que je ne peux pas y accéder. À travers cette vidéo-là, les walkers ou les jeunes, ou en tout cas les gens qui aiment la danse, ils ont vu, ils se sont dit en fait, ça me donne envie d'aller à la Fondation Louis Vuitton. La même chose pour le musée d'Orsay. J'ai eu la chance d'avoir 3 jours de carte blanche au musée d'Orsay. L'envie du musée d'Orsay, c'était effectivement d'amener un public nouveau, de rajeunir son public, parce que c'est vrai que c'est un public qui est quand même assez vieillissant, et ils cherchent des solutions, ils cherchent des programmations un peu qui puissent attirer ce public-là, de jeunes et tout ça, et ils ont dit quoi de mieux qu'une culture naissante, parce que le walking c'est une culture qui est naissante en France en tout cas, et qui commence à prendre un essor extraordinaire, exponentiel, et j'en suis ravie. Et ils m'invitent, ils disent écoute, voilà, tu as 3 jours, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je veux tout faire, battle, spectacle, conférence. Donc, j'ai tout proposé. Spectacle avec la compagnie Madoki, battle avec des danseurs qui venaient d'Australie, de Hong Kong, de partout, et qui sont entrés dans ce lieu-là et qui ont performé en plein milieu de la nef, quoi. Et ça, c'était un truc qui était incroyable pour les walkers parce qu'encore une fois, on s'est dit, venant de cette culture qui est une culture marginalisée, underground, c'est peut-être pas accessible pour nous. Et là, en fait, on nous ouvre la porte et on nous dit, voilà, vous avez le droit de célébrer votre culture et de nous la faire découvrir. Donc, c'était un enjeu pour nous, celui-là, de faire découvrir notre culture dans cet espace-là, mais aussi pour le musée d'Orsay, de se dire, en fait, à travers cet événement, on va amener d'autres publics qui vont venir pour le battle, pour le spectacle walking, pour la conférence, et qui vont peut-être revenir un autre jour pour voir une exposition ou autre, quoi. Merci beaucoup. J'ai pas eu une seule place pour ce truc-là. C'est vrai ? C'était complet vite, pardon. Pardon, je vais être vulgaire, mais... Il fallait me contacter. Ben oui, mais on se connaissait pas encore, Josépha, à l'époque. Mais maintenant, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça marche. Je tiens à dire que moi non plus, j'ai pas eu de place. Bon, désolé. Non, mais tant mieux pour toi, au contraire. Ça a été complet très très vite au musée d'Orsay. Ça avait l'air incroyable. Princesse Madoki. Alors Thibaut, revenons à l'Opéra de Paris, de la Fondation Louis Vuitton à l'Opéra de Paris. Comment vous choisissez les entrepreneurs, les créateurs et créatrices de contenu avec lesquels vous travaillez et qu'est-ce qui vous permet d'évaluer la réussite d'un partenariat ? Alors ça, c'est hyper compliqué. Je suis allé à une conférence il n'y a pas longtemps justement sur comment analyser les KPI, les éléments clés de performance pour les partenariats avec les influenceurs et créateurs de contenu. Finalement, personne ne sait comment l'évaluer. Donc c'est un peu, chacun fait sa petite tambouille en interne. Moi, ma petite tambouille en interne, ça va être les commentaires, tout simplement. C'est hyper important pour moi de voir, c'est le summum de l'engagement pour moi, le commentaire. Quand les gens disent « Ah mais merci, j'ai appris quelque chose, ça m'a donné envie, j'ai pris ma place, j'en ai parlé à ma fille, enfin que sais-je, mais pour moi ça c'est le meilleur élément de réussite d'un partenariat. Comment on choisit nos créateurs et créatrices de contenu? Déjà énormément de veille évidemment sur les réseaux, de voir qu'est-ce qui se fait. Moi, de plus en plus, j'ai envie de travailler avec des créateurs et créatrices de contenu émergents. Je suis intimement persuadé que l'engagement auprès des petites communautés, ce qu'on appelle les nano-influenceurs, donc sous 10 000 abonnés, sont beaucoup plus engagés que des gens... Alors, je l'aime beaucoup et j'adore ce qu'elle fait, mais Léna Mafouf, elle a beaucoup trop d'abonnés pour nous. Elle coûte beaucoup trop cher. Et voilà, donc c'est compliqué d'avoir autant d'engagement que sur des petites communautés.
et je reviens juste un petit peu en arrière. En fait, travailler avec des petites communautés, c'est montrer aussi la proximité de l'opéra avec des gens qui font des contenus et qui intéressent le commun des mortels, des gens comme vous et moi, et de montrer que nous, on est attentifs à la création de leur contenu. Ça montre aussi une certaine proximité. Voilà. Donc, comment on choisit après, je réponds vraiment à la question, les créateurs et créatrices de contenu, ça va être sur le ton qu'ils utilisent et leur spécialité. Si moi je me limitais aux comptes qui parlent d'opéra et de ballet, franchement, j'utiliserais les 5 doigts de ma main et j'irais pas bien loin. Donc ce que j'aime à faire, c'est d'essayer de regarder quelle est la thématique qui est abordée dans le spectacle et d'essayer d'aller chercher des gens qui abordent cette thématique et de dire, par exemple, alors c'était pas un créateur de contenu, c'est un mauvais exemple, mais c'est le seul qui me vient pour le moment. On a fait un partenariat avec le musée de l'armée autour de la fille du régiment pour raconter ce que c'était qu'une vivandière. Voilà, donc vivandière qui était interprétée par Julie Fuchs, le personnage de Marie, le personnage central de l'opéra. En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une vivandière, sauf si vous êtes thésard en histoire. Donc on a demandé au musée de l'armée s'ils pouvaient nous faire un petit sujet qu'on a cross-posté avec eux. Donc finalement ils n'ont pas parlé d'opéra, ils ont parlé de cette vivandière qui est là pour aider en fait un régiment dans leur vie de tous les jours et on a créé un post autour de ça et finalement c'était un contenu plus de médiation que marketing. On n'était pas là pour essayer de faire venir du monde, même si en effet de par cette médiation les gens ont pu se dire je prends ma place et je vais aller à l'opéra. Avant tout, on était là pour faire de la médiation. Et j'aime beaucoup, en fait, utiliser le levier du créateur et de la créatrice de contenu pour faire de la médiation. Parce que nous, on n'a pas forcément les équipes en interne. Avant, j'étais au Châtelet, on avait encore moins les équipes en interne pour pouvoir créer du contenu de médiation. Et en fait, s'appuyer sur les créateurs de contenu et créatrices de contenu pour faire de la médiation, c'est un super levier. Et encore une fois, sur l'image, les choses que nous, on ne peut pas se permettre de dire, on tend le micro à ces créateurs et créatrices de contenu pour le dire. Parce que pour le coup, nous, on se retire un petit peu en disant « mais c'est pas nous qui l'avons dit, c'est eux, ce sont leurs mots, on a accepté la collab, etc. Mais c'est eux qui s'expriment en leurs termes. » Et moi, j'ai pas du tout envie de, encore une fois, comme pour avec les artistes, de travestir leurs propos et de dire « il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça ». Et après, tu perds complètement l'âme du créateur de contenu. Donc à chaque fois, quand je travaille avec eux ou elles, je fais en sorte que le ton soit respecté et de faire accepter ça en interne. Et ça, c'est plus compliqué de faire accepter en interne que le ton qui est utilisé n'est pas celui de l'opéra ou celui d'une autre institution. Voilà. Ça commence à être bien accepté, là, cette différence entre l'image structurelle de l'institution et le ton qui est utilisé pour faire la promotion des spectacles de l'institution? Alors, au sein de la direction de la communication, c'est totalement accepté. Oui. Au sein de l'institution qu'est l'opéra, qui a entre 1500 et 1800 employés, je serais incapable de dire. Je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas la façon dont on s'exprime sur les réseaux sociaux, et c'est tout à fait leur droit. Mais en tout cas, avec les créateurs et créatrices de contenu, je parle. Mais bon, voilà, nous, on a aussi un objectif de sensibilisation, d'ouverture et d'acquisition de public. Donc, ce levier-là, il est non négligeable. Et il faut l'activer le plus de fois possible pour intéresser les gens à l'art de manière générale, mais qui plus est à l'opéra et au ballet. Merci beaucoup. Bon, alors, Zarifa, tu es exactement le type de créatrice de contenu qui va travailler avec des grandes institutions. Je parlais de la scène musicale, de la Villette en introduction. Comment tu as noué ces relations? Est-ce que c'est comme Josepha, tu les as démarchés ou ça s'est fait naturellement? Et surtout, deuxième question, comment t'instaures ces relations dans le long terme? Est-ce que tu y arrives? Et c'est vrai que c'est un vrai défi pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, mais comme pas mal de créateurs de contenu, j'ai pas vraiment eu à faire de la prospection. C'est vraiment à part une collaboration jusqu'à aujourd'hui où moi j'ai contacté l'institution en question. C'est toujours moi je suis contactée directement, et du coup c'est un vrai plaisir en fait de répondre à une demande et de pas être en constante recherche aussi de choses à promouvoir. Donc c'est génial pour moi en fait quand on vient vers moi, parce que souvent l'institution derrière se fait la réflexion
question de la cohérence entre mon profil et sa programmation, des contenus qui sont proposés sur Feed Culture, qui sont très accessibles, même axés sur des grands classiques. Donc on va se dire, une telle programmation serait intéressante pour elle, que ce soit une exposition ou un spectacle. Et du coup, et après, la relation, elle se construit un peu naturellement. Ce qui est sympa avec les institutions culturelles, c'est qu'on commence à bien connaître les équipes communication. On a une vraie relation directe avec eux. Moi, je passe pas par une agence, donc je suis en direct en contact avec les personnes en question. On garde contact toute l'année et que ce soit alors moi ou eux de leur côté, quand il y a un spectacle par exemple qui est vraiment intéressant à promouvoir sur Feed Culture, on s'envoie un petit message. En fait, ça se fait très naturellement parce qu'on connaît en fait le profil créateur. Eux connaissent le profil créateur qui est le mien et moi je connais le type de programmation qui est la leur. Et quand une occasion se présente, on prend contact. Et oui, il y a je pense à mon partenariat avec la Philharmonie de Paris qui est renouvelé cette année pour l'année. Donc c'est des choses après qui durent dans le temps et c'est très sympa. Ça pour moi, pour fidéliser l'institution et pour eux, pour travailler aussi avec les comptes créateurs qu'ils connaissent bien. Donc avec la Philharmonie, tu collabores depuis plusieurs années. C'est vrai que je suis pas dans la création de contenu depuis 10 ans non plus. Comme c'est déjà assez récent, ça fait 2 ans, on va dire que je suis vraiment active avec une vraie stratégie sur Feed Culture. Ça fait à peu près un peu plus d'1 an que je suis sur les collaborations avec les institutions. Et effectivement, la Philharmonie de Paris a renouvelé sa confiance cette année. Donc j'espère et je vois que c'est des choses aussi qui se font avec d'autres institutions. Donc c'est intéressant pour eux comme pour moi. Après, ça facilite aussi de connaître les équipes, de savoir, de connaître le ton, le style de l'institution. Et en fait, et oui, c'est des choses qui se font, comme on garde contact, c'est des choses qui peuvent se faire avec toutes les institutions avec lesquelles on a déjà commencé à travailler. J'ai une autre question pour toi. Je sais que tu t'occupes du TikTok du Théâtre du Châtelet. Oui. Comment ça s'est fait? Ah bon? Mais je savais pas. Il faut donner le contexte. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvée à t'occuper du TikTok? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris? Comment ça t'a nourri en tant qu'entrepreneuse, toi, avec Feed Culture? Alors, ça, c'est très marrant et je suis contente que Thibaut soit là pour que je puisse en parler. Parce que Thibaut, qui était à l'époque responsable des réseaux sociaux au Châtelet, m'a fait confiance pour... moi, je me suis lancée en freelance. Mon idée à la base, j'avais Feed Culture à côté depuis le début, donc quand j'étais encore salariée. Je me suis lancée en freelance et je me suis dit que Feed Culture c'était un side project, mais qui a commencé aujourd'hui à prendre de plus en plus de place dans ma vie, d'ampleur. À la base, mon idée c'était de me lancer en freelance pour faire de la création de contenu, de la communication, chose que je faisais en agence avant. Et j'étais déjà très heureuse comme ça, donc j'avais contacté Thibaut pour lui proposer mes services et ça s'est fait très naturellement. C'était un moment où le Théâtre du Châtelet voulait relancer son compte TikTok et comme j'étais déjà dans la création de contenu avec Feed Culture qui était une sorte de vitrine aussi de ce que je pouvais faire, je pense que c'est très intéressant de montrer son travail même sur un projet comme ça, le side project qu'on peut avoir, pour montrer un petit peu aux professionnels ce qu'on peut faire. Et donc ça s'est fait très naturellement. Depuis l'année dernière, je gère le compte TikTok du Théâtre du Châtelet. Je continue à le faire cette année. Et je dirais que ce n'est pas exactement le même travail, donc de créer du contenu sur un média culturel, sur Instagram. Donc Feed Culture existe aussi sur TikTok, mais les contenus que je crée pour mon média culturel sur Feed Culture, c'est pas le même travail que je fais pour une institution culturelle sur TikTok. Pour 2 raisons, parce que d'une part il faut respecter l'image, les valeurs, le ton, de s'adapter à l'institution culturelle, représenter son image sur une plateforme qui a ses propres codes, son propre langage. Donc c'est un double travail à faire. Et évidemment, ça reste de la création de contenu, mais c'est 2 stratégies qui sont bien distinctes, mais en même temps complémentaires, parce que finalement, c'est toujours le même réseau. Je fais ça uniquement dans la culture, donc ça me permet de rencontrer des gens, et ça me permet d'exercer 2 activités sans trop me mettre la pression aussi sur les chiffres que je peux faire sur Feed Culture en termes de vues, de statistiques, parce que je sais que je diversifie un petit peu mes activités, c'est sympa aussi.
troisième thématique, le public. Alors, la principale thématique. Vraiment, c'est le plus en tant important. qu'entrepreneur, C'est le plus important. en tant que créateur de contenu, en tant qu'artiste dans le spectacle vivant, enfin bref, le public, c'est le nerf de la guerre. Peut-être Thibaut, je vais commencer avec toi. Comment on conquiert des nouveaux publics avec les réseaux sociaux en tant qu'institution, et d'autant plus en tant qu'institution qui a un devoir moral avec un vrai cahier des charges de démocratisation de la culture comme l'Opéra de Paris. C'est quoi tes stratégies? La stratégie d'acquisition? Ouais. Il y a plusieurs leviers là-dessus. Bon, déjà, il faut montrer que l'institution vit avec son temps. Parce que si on communique avec des moyens de communication qui sont un peu archaïques ou qu'on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux comme ils s'utilisent aujourd'hui, il va y avoir une certaine dichotomie qui va s'exercer et forcément l'adhésion morale, on va dire, à l'institution, elle ne va pas du tout s'opérer. Donc il y a une veille constante de voir qu'est-ce qui se publie sur les réseaux sociaux, quelles sont les nouvelles tendances. Là, pendant un temps, on disait vidéo. Là, on est en train de dire finalement, carousel, c'est pas mal. Donc, on revient sur le carousel. Donc, il faut accepter de revenir sur tous ces contenus et tous ces prérequis qu'on avait imaginés. Donc, c'est une adaptation constante et une veille constante des nouveaux contenus qui peuvent sortir. Et puis, les contraintes que les plateformes nous imposent aussi. Ça, c'est une première chose. Après, les créateurs et créatrices de contenu sont vraiment pour nous des leviers hyper importants pour acquérir des publics qui ne nous connaissent pas. Encore une fois, s'adresser, là on va présenter en décembre Rigoletto de Verdi, qui est une adaptation d'une pièce de Victor Hugo. On va travailler avec des médias culturels, littérature. Voilà, on va essayer à chaque fois d'aller chercher en fonction des thématiques qui sont abordées, comme je le disais tout à l'heure dans les spectacles, des créateurs et créatrices de contenu qui sont spécialisés dans ces cœurs de métier-là. Et après, évidemment, la publicité est, à mon sens, le meilleur moyen d'aller acquérir ce public-là, qui soit nous connaît, donc évidemment les abonnés, les aficionados du spectacle vivant, de l'opéra, du ballet, de la danse contemporaine, mais aussi d'aller acquérir des publics qui ne nous connaissent pas encore. Et ça, c'est vraiment, si pas la mission principale, pour moi ça l'est en tout cas, d'essayer d'aller chercher les gens qui ne nous connaissent pas encore. Il est important de remplir nos salles, etc. Mais il est aussi important de faire venir des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et donc, voilà, les campagnes sponsorisées sur Meta, elles sont aussi importantes. Mais j'essaye de les faire de façon intelligente, en adaptant mon wording à chaque fois, en fonction de la cible qu'on va aller toucher. Donc, si je m'adresse à une cible histoire, par exemple, sur la fille du régiment, je vais adapter mon wording n'utilisant pas forcément le nom du metteur en scène ou du directeur musical, par exemple, parce que ça leur parle pas forcément. Donc on va aller aborder la thématique qui est dans le spectacle. Voilà, donc on essaye d'adapter nos wordings comme ça. Et si je parle d'un peu de perspective, je pense qu'il va falloir de plus en plus intégrer l'UGC, vraiment, donc le User Generating Content, dans la communication de l'institution. Donc pour le moment, c'est les créateurs de contenu qui s'expriment pour nous, mais bientôt, je pense qu'on va falloir récupérer ces contenus-là et que l'information ne soit pas descendante de l'institution qui dit au public « venez, c'est bien », mais que ce soit plutôt ascendant, que des gens qui sont comme vous et moi disent « c'est super, allez-y », et que nous, on le réexploite pour remplir nos salles. Voilà. Josépha, une question pour toi, en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux. Est-ce que parfois, tu as l'impression que tu as été amenée à penser ton geste chorégraphique, ou ton geste artistique en général en tant que danseuse, différemment parce que tu sais que ça va être publié sur les réseaux sociaux? Oui. Ouais. Ah oui. Bah oui, totalement. La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'artiste chorégraphique, j'ai des envies. Des fois, je me dis j'ai envie de faire une vidéo de danse dans tel lieu avec tel nombre de danseurs. Et tout de suite, je parle avec un filmmaker. Enfin, j'essaie de constituer une équipe. Et on me dit ok, c'est pourquoi? C'est pour les réseaux sociaux. Ouais, donc j'aimerais bien 3-5 minutes. Mauvaise idée. Faut que tu fasses une vidéo courte. Parce que c'est ce qui marche, c'est ce que les gens ont envie de voir. Au-delà de 3 minutes, tu n'auras plus personne. Donc pourquoi mettre une énergie sur une vidéo de danse de 3 minutes alors que ce qui va être impactant, ça va être le 1 minute. Donc artistiquement, je réfléchis clairement en me disant, d'accord,
comment faire pour que ce soit impactant et pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et finalement, le but pour nous, c'est ça. Quand on crée un contenu, c'est pour que ce soit vu. Donc, la contrainte des réseaux sociaux, c'est celle-là, ne serait-ce qu'en termes de durée. La réalité, c'est qu'on peut plus se lancer dans des... je vais faire une vidéo de danse de 10 minutes, un projet. Si je le fais, c'est que vraiment, je me dis, OK, je vais le poser sur mon site internet. Ça va être pour moi, ça va être un objet artistique que j'aurais eu envie de faire et qui va me faire du bien. Et de cet objet artistique-là, je vais créer des petites capsules de 45 secondes, 1 minute pour les réseaux sociaux. Donc en fait, ça change clairement notre manière de créer et de penser en fait l'outil artistique en fait. En fonction de si on le pose sur les réseaux sociaux ou pas. Et ça te frustre pas? Ça me frustre des fois. Ouais. Clairement, ça me frustre des fois parce que je suis là, non mais moi ce que j'ai envie de dire c'est 3 minutes. Oui mais si tu veux faire un truc en 3 minutes, Josepha, tu ne vas pas réussir à capter l'attention des gens. Et ça c'est une réalité. Et quand tu comprends cette réalité-là, bah, tu ravales ton orgueil, ton envie, ton rêve de faire ta vidéo de 3-5 minutes et tu réfléchis à une version d'1 minute. Donc c'est une contrainte qui est là et sur laquelle il faut quand même s'adapter, quoi. Peut-être fertile aussi parfois. Pardon ? Peut-être un peu fertile aussi parfois d'avoir cette contrainte de temps, Ouais, faire germer le geste le plus vite possible. Exactement, parce que du coup, avec ces 1 minute, tu dis il faut vraiment que je sois efficace et impactante sur 1 minute. Et souvent, en fait, ça aide effectivement à une créativité un peu plus directe. Tu vas pas commencer à aller marcher dans un couloir pendant 1 minute et puis non, let's go. Les 10 premières secondes, c'est là où tu catches le public. Dans les 10 premières secondes, il faut que déjà la gestuelle, le visuel, les costumes, la lumière, tout soit déjà présent pour éventuellement pouvoir amener le spectateur à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon, et toi, Zarifa, comment tu crées ton lien avec ta communauté? Comment tu gères l'engagement? Enfin, est-ce que tu as des stratégies ou pas? Bah, je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit, parce que sur les plateformes, en tout cas comme Instagram et TikTok, au-delà de quelques minutes, on n'arrive plus à capter l'attention des gens. Et c'est vraiment, je pense, un état d'esprit en fait quand on va sur Instagram et TikTok. On sait qu'on n'a pas plus d'1 minute peut-être pour un contenu. On peut aller sur YouTube et passer 20 minutes devant une vidéo, et en fait, d'ailleurs, on va sur YouTube quand on a 20 minutes devant soi, parce que c'est vraiment c'est un petit truc en fait qui s'est installé, et donc mes contenus évidemment sur Instagram sont assez courts, c'est des formats Reel. L'engagement, alors je pense d'une part incarner une certaine ligne éditoriale qui est claire et à laquelle on reste fidèle. Évidemment, je ne travaille que sur les programmations que je valide personnellement et qui, je pense, incarnent bien le média, enfin, qui sont bien incarnées en tout cas sur la ligne éditoriale. Ensuite, sur vraiment les petits trucs, je pense que la régularité, en fait c'est tout bête, mais quand on est régulier sur les réseaux sociaux, on sait qu'on va avoir des chiffres qui sont plus intéressants. L'engagement surtout, les gens en fait sont là, ils sont réceptifs, et c'est quelque chose qui est assez dur quand on est créateur de contenu, quand on a un média, de garder une certaine régularité. Et oui, globalement, voilà, je vais dire autre chose, mais je pense que c'est rester fidèle à sa ligne éditoriale. Les gens savent plus ou moins, je pense, en arrivant sur un compte, ce qu'ils vont avoir comme contenu, quel type de contenu ils vont avoir, si c'est un compte niche, si c'est un compte grand public. Ils savent que je vais parler de culture de manière accessible, que je vais parler un peu de spectacle, un peu d'exposition, mais vraiment sur un ton qui est accessible. Donc d'une part, je pense qu'ils savent plus ou moins à quoi s'attendre, et en même temps, il y a toujours un effet de surprise d'attendre une nouvelle programmation, un nouveau format, toujours laisser un peu de place pour tester de nouveaux formats aussi. Donc je pense que c'est plein de petits trucs qui font qu'on arrive à se sentir avec le temps assez naturel et avoir l'engagement des gens. Voilà. Et question pratique, est-ce que tu vis des réseaux sociaux? Oui, je pense aujourd'hui, je peux dire que j'en vis parce que c'est mon activité principale. J'en vis, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je fais donc de la marque blanche, on va dire. C'est quand je gère les comptes des institutions, principalement TikTok, parce que c'est quelque chose qui est assez c'est une grosse demande en ce moment de la part des institutions culturelles. D'abord TikTok, c'est un nouveau réseau, etc. Enfin, assez récent, mais plus vraiment nouveau. Et ce qui me permet d'avoir un certain équilibre, d'une part financier, parce que j'ai plusieurs types de sources de revenus.
et en même temps mental aussi, dans le sens où je ne mets pas trop de pression sur les collaborations. Je ne suis pas en train de courir après les collaborations pour mon compte. Ça me permet d'avoir... j'ai le luxe de pouvoir choisir vraiment de dire non à certains partenariats si je ne suis pas très, très à l'aise avec eux. Et voilà, et c'est une fierté aussi de pouvoir travailler pour des comptes comme Théâtre du Châtelet et de dire que à mon échelle, j'arrive à contribuer à faire rayonner la culture d'une institution sur ses réseaux sociaux. Donc chaque activité a sa part de ses avantages. Bon, la question de la fin, ça sera pour toi, Thibaut, en 30 secondes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu sens, est-ce que tu as une vision, une intuition de ce que sera le lien entre l'entrepreneuriat et le spectacle vivant dans le temps qui vient, enfin, les réseaux sociaux et le spectacle vivant dans les années qui arrivent? Alors, lié à la communication, en tout cas, parce que c'est le cœur de mon métier, moi je pense que c'est une part plus importante donnée au public. Vraiment, je pense que pour moi, c'est ça l'avenir. C'est ce que je réponds souvent quand on me pose cette question-là. C'est que le public va être de plus en plus prescripteur, en fait, sur les activités des institutions. Et donc, il va falloir davantage être à l'écoute et donner la parole au public pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, pour promouvoir nos spectacles. Là, il y a les créateurs de contenu, mais bientôt, ce sera le public qui le fera. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci infiniment, Josépha, Thibaut. Merci les loges pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était un plaisir.